Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Financial Afrique pour vous informer. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Aziz Bouroubal. Il est membre du comité directeur de la Fédération de football mauritanien, mais également président de la Ligue régionale de football de Dakhla Nouadhibou. Au-delà de ça, il est également le président fondateur FC Nouadhibou. Monsieur Aziz, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous avoir accordé cette interview. Je vous laisse vous faire votre présentation. Pourquoi vous avez créé d'abord cette FC Nouadhibou à partir de zéro? Merci à vous de me recevoir et de me donner l'occasion de m'exprimer. Écoutez, ça a été une chose très simple. Ça s'est produit à notre tour des études avec Ahmed Yahyej. On est deux membres fondateurs du club. Ahmed Yahya, qui est actuellement vice-président de la CAF et président de la Fédération mauritanienne, qui est un frère d'ailleurs. Nous avons, au retour de nos études, trouvé dans notre ville natale un vide. Les clubs mythiques de la ville, historiques, avaient disparu, avaient fait malheureusement faillite économique, comme ça arrive souvent. Et il n'y avait plus de football dans la ville, à tous les stades, que ce soit, on va dire, professionnel, si on peut l'appeler comme ça, même amateur, même Nawatan, le football était mort. Et on a décidé une aventure d'un été, de faire un club de deuxième division, participer à la Coupe du Président. C'était une formule un peu comme Coupe du Monde et éliminatoire régional. Et c'était au départ juste pour nous occuper pendant les vacances et donner un petit peu de vie à la ville. Et malgré nous, on ne s'attendait pas à ça. On s'est qualifié pour les phases finales. On a battu lors du premier match l'équipe de la garde nationale qui était le champion sortant, le double champion sortant. Et là, le vaccin est rentré, si on peut dire, le vaccin ou la drogue, comme on veut le regarder, le virus est rentré. Et comment dire, on a été frappé, on a décidé de monter en première division. Une fois qu'on était en première division, on a vu que très rapidement on a été champion. On a décidé de nous développer vers la fédération, qu'on devait être le moteur du football national, et c'est ainsi que ça a démarré. Au départ, c'était une histoire anodine, et maintenant, ça fait notre 26e année qu'on est avec ce projet qui continue de se développer. 26e année, vous savez que ce n'était pas facile de fonder, de créer vraiment un club de football. Et FC Nouadhibou est devenu aujourd'hui incontournable dans le paysage footballistique en Afrique, mais surtout aussi en Mauritanie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez réussi à structurer vraiment ce modèle de football économique viable pour ce club? Bon, ça n'a pas été évident, hein, parce que évidemment, comme tout club au niveau mondial et particulièrement en Afrique, on a toujours ce problème économique. On a le problème de sponsoring, de trouver les moyens pour le budget. Mais très rapidement, on a compris que nous devions fixer nos objectifs par rapport à nos moyens. Donc à chaque fois, on a essayé d'aller étape par étape, de consolider. On a fait très rapidement notre académie. Au bout de 2 ans d'existence, on avait déjà fondé notre académie. On avait même essayé pendant quelques temps un sport-études. On a produit énormément de joueurs qui servaient à l'équipe. Donc on n'a pas eu cette dépense budgétaire d'aller acheter des joueurs à l'étranger. Ensuite, on a commencé à recruter au niveau national. On n'a pas eu, on va dire, la folie de grandeur qui tue à chaque fois les clubs quand on a l'appel de la compétition internationale de l'Afrique. Surtout autrefois, le football mauritanien n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Donc on a toujours eu vraiment une gestion très, très conservatrice du football. Le FC Nouadhibou est devenu aujourd'hui un symbole de performance sportive et de développement local. Alors, quel impact correct le club a-t-il eu sur la jeunesse? Écoutez, le nom qu'on nous a donné, et avec toute modestie, je l'accepte et j'en suis fier, c'est que le FC Nouadhibou, c'est la locomotive du football mauritanien. Comme je vous l'ai dit très rapidement, nous avons compris au bout de quelques années qu'il fallait au-delà sortir de notre zone de confort de club. On est parti chercher la fédération de football mauritanienne. On a organisé d'abord la Ligue nationale des compétitions parce qu'il y avait des problèmes organisationnels. Nous sommes allés aux élections, on a cherché le premier mandat au niveau de la fédération. Et ensuite, il a fallu convaincre l'État que ça devait être lui le premier sponsor, le premier parrain du football et du sport en Mauritanie.
Ça n'a pas été facile, ça a pris beaucoup d'années pour convaincre l'État de mettre les moyens qu'il faut, surtout pour l'équipe nationale, mais on a réussi à les convaincre parce que le football ne peut se développer qu'à travers les équipes nationales, à travers les compétitions. C'est elles qui génèrent l'ambition des jeunes joueurs, c'est elles qui génèrent, qui mobilisent les foules, les supporters. Ce sont, dans nos pays, en tout cas, ce sont toujours en Afrique, c'est surtout les équipes nationales qui mobilisent les moyens et les supporters. Donc dès qu'on a réussi à... Ça a pris, je vous dis ça comme ça, mais ça a pris une dizaine d'années. Wow. Pour que vous ayez une idée le budget d'FC Nouadhibou en 2001 était presque supérieur au budget national du sport mauritanien. C'était à peu près, on va dire, 50 000 euros, 50 000 $, c'est à peu près la même chose. Et aujourd'hui, le budget de la Fédération mauritanienne de football, avec tous les projets FIFA et des déplacements de l'équipe nationale et tout ça, le budget complet, c'est 10 millions de $. Donc 25 ans, on a multiplié par 200. Wow. Si je suis toujours bon en maths. D'accord. Donc en termes d'infrastructure, vous avez aussi investi beaucoup vraiment pour pousser les jeunes vraiment de s'adapter, mais aussi d'intégrer de cette fédération et de ce club. Tout à fait. Nous, on a fait deux types d'investissements. Nous avons fait des investissements privés. Donc nous, FC Nouadhibou, on a eu la première salle de musculation d'un club de football en Mauritanie. On a été le premier club à poser une pelouse synthétique au niveau mauritanien. Les autres pelouses avaient été posées auparavant par la FIFA. Mais on a aussi réussi à convaincre l'État de faire ces investissements-là. L'État a construit le stade de Nouadhibou, le stade de Rosso, le stade de Zouerat. Nous avons réhabilité avec la fédération le stade de Cheikha. Nous l'avons mis opérationnel. Tous les matchs de championnat et de l'équipe nationale se jouent dans le stade de la fédération. C'est le stade principal de Cheikha. Et là, actuellement, nous allons passer à une deuxième étape, à son extension. On va doubler la capacité du stade. Donc, évidemment, tous les développements passent par les infrastructures. C'est très, très important l'investissement en infrastructure. En tant que vice-président de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie et président de la Ligue régionale, comment articulez-vous vos responsabilités nationales, mais également locales pour le développement, pour impulser aussi les jeunes dans le domaine du football? Vous savez, c'est très simple. Ça peut paraître très compliqué ou on peut penser que ce sont des postes qui sont assez éloignés les uns des autres, mais c'est une continuité. Tout ce qui se fait localement au niveau de Nouadhibou se répercute au niveau de la région et se répercute au niveau national. C'est-à-dire, si au niveau local de Nouadhibou, on forme un joueur, le but c'est que ce joueur arrive en équipe nationale. Mais également, tout ce qui se passe avec l'équipe nationale fait naître l'envie et l'ambition à un jeune talent de rejoindre l'équipe nationale. Donc ce sont des vases communicants avec évidemment des budgets différents et une importance différente, mais c'est à peu près la même chose qu'on essaie de retranscrire. J'aimerais savoir environ cet investissement que vous avez fait pour FC Nouadhibou. Est-ce que vous pouvez me donner des chiffres de sa création jusqu'à aujourd'hui? Si vous voulez avoir des chiffres, à la création, c'était misérable. Je vous ai dit, c'était comme une équipe de quartier, en fait, où il y avait un entraîneur, un magasinier et quelques joueurs, et avec un ou deux jeux d'équipement. Donc, c'était le budget de la première saison, c'était, si on va le parler en dollars, c'était à peu près, on va dire, maximum 2000 $. 2000 $. Ensuite, nous avons en 2001 reçu le premier contrat de sponsoring. Ça a été peut-être un des plus grands contrats de sponsoring, en tout cas à l'époque, d'une banque locale, qui nous a... Donc on passait de 1 million d'ouguias à 20 millions d'ouguias. Donc on a fait x20 en 2 ans. Et pour prendre la plus grande saison, c'est celle de l'année dernière où on a été qualifié en Champions League. On est rentré dans les poules. On a dépassé le million de dollars de budget pour l'année précédente, avec évidemment un apport de la CAF qui a apporté 750 000 $, l'État mauritanien qui a pris en charge, parce qu'en Mauritanie, nous avons pu convaincre aussi l'État de prendre en charge les équipes qualifiées pour les compétitions internationales, comme l'équipe nationale. Donc c'est l'État qui subventionne les équipes qui vont jouer la Champions League ou la deuxième Coupe d'Afrique.
Votre groupe est aujourd'hui un acteur majeur de la pêche, comme vous le savez, en Afrique de l'Ouest, avec plus de 3000 employés. Alors, j'aimerais savoir exactement cette innovation que vous avez faite, de partenariat, etc. Vous avez réussi à vous imposer dans un secteur aussi compétitif. Est-ce que vous pouvez nous donner vraiment vos secrets exactement? Pour la pêche, nous avons commencé une PME familiale. Donc au départ, nous étions dans les services pour les autres armateurs étrangers qui venaient pêcher en Mauritanie. Ces grands bateaux-usines qui viennent et qui pêchent avec des quotas internationaux et qui exportent le produit. Et très rapidement, mon père, par sa formation qui est ingénieur, a pu décortiquer, si vous voulez, techniquement, a pu enlever l'importance, parce qu'au départ, c'était pour toute personne qui rencontre ce secteur, ça peut paraître très compliqué, à simplifier l'entendement, et nous avons pu apprendre, faire un transfert du how-know de ces armateurs européens vers les nationaux. On a formé du personnel, on s'est formé nous-mêmes, et on a acquis les premières embarcations, parce que c'est évidemment avec les navires, et ainsi de suite. On a pu former notre personnel là-dessus et multiplier ensuite. Une fois qu'on connaissait la recette du succès, on a pu la multiplier et l'adapter aux différentes pêcheries. Intéressant quand même, hein? Oui, oui. Vous savez que la pêche est un pilier économique pour la Mauritanie. Comment percevez-vous les enjeux de rentabilité de cette création d'emplois? Comme vous l'avez bien dit, la pêche est un des secteurs les plus importants pour non seulement la Mauritanie, mais toute la partie Afrique de l'Ouest. Par sa création d'emplois, par son impact immédiat dans l'économie nationale, c'est une activité qui est très très rentable. Quand vous créez des usines à terre, quand vous nationalisez des navires dont le capital appartient au pays, toute la richesse qui est créée reste dans le pays. Vous créez des sous-traitants, vous créez énormément d'emplois indirects. Là, vous avez cité tous nos emplois cumulés où on paye directement des salaires peuvent monter jusqu'à à peu près 3000 personnes. Si vous multipliez ce nombre avec le facteur de création d'emplois indirects, vous le multipliez par 3, donc ça fait 9000 personnes. 9000 personnes à charge directe et indirectement sur l'entreprise, le groupe. Si vous prenez qu'une personne qui touche un salaire en Afrique a à sa charge une dizaine de personnes, on parle de 90 000 personnes autour d'une simple activité. Si vous êtes capable de multiplier ces activités au niveau national et sous-régional, vous réglez un grand problème d'emploi au niveau de votre pays et de la sous-région. Mais cela passe par une révolution technologique. Nous avons bien compris rapidement qu'il fallait qu'on importe des technologies de l'étranger. On ne pouvait pas continuer la pêche de façon artisanale comme ça se fait auparavant, etc. On est allé chercher les meilleurs équipements des usines, les meilleurs équipements de pêche pour pouvoir, on va dire, être compétitif au niveau mondial. Waouh, ça c'est intéressant quand même. Oui. Alors, moi j'aimerais savoir quelle est votre vision pour l'avenir du secteur halieutique en Afrique de l'Ouest, notamment face aux défis climatiques. Vous avez signalé un des principaux défis, c'est les changements de climat, qu'ils soient réchauffement dont on parle souvent, mais aussi avec le refroidissement des océans, avec les changements des courants qui peuvent mettre en danger certaines pêcheries. Il faut essayer de s'adapter, il faut essayer de les comprendre, de les étudier, de les interchanger, parce que la pêche n'est pas un secteur comme les autres. Vous ne pouvez pas, vous, dans votre pays, penser que vous pouvez gérer la pêche alors que le poisson n'a pas de frontières. Le poisson est aujourd'hui en Mauritanie, demain il peut monter au Maroc et après-demain revenir au Sénégal et après-demain aller en Guinée-Bissau. Donc il faut essayer d'avoir une gestion collective. C'est pas évident toujours de le faire et d'avoir cette vision. Il y a aussi, en plus de ça, adapter au niveau de la pêche durable. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on pêchait hier tant de millions de tonnes que maintenant, avec les changements climatiques ou cette année avec un refroidissement de l'océan ou
une perte d'oxygène, qu'on peut pêcher le même. Donc il faut scruter, analyser les océans en permanence et adapter aussi l'impact qu'on a industriel sur la nature. On ne peut pas faire ce qu'on veut parce que les conséquences peuvent être très, très graves. Par rapport à ces conséquences que vous avez évoquées tout à l'heure, comment votre groupe prévoit-il vraiment à y faire face? Bon, nous, on est précurseurs au niveau industriel, mais on est un précurseur aussi au niveau de la façon de penser. Notre groupe est très proche des scientifiques. Nous avons l'Institut mauritanien de recherche océanographique. Donc on essaie de participer activement, même d'anticiper tout le travail des scientifiques. Malheureusement, qui n'ont pas toujours tous les moyens techniques, et l'océan est très grand, hein. C'est très difficile, même pour des grands pays, de tout analyser, de tout comprendre. Donc nous, on essaie d'amener, avec le nombre de navires que nous avons actuellement une trentaine de navires en propriété et en location. On essaye de partager nos expériences avec les scientifiques pour qu'ils puissent comprendre encore mieux l'océan et nous faire un petit peu le compte-rendu pour qu'on puisse adapter notre pêcherie là-dessus. Monsieur le Président, si vous avez des conseils à donner à l'endroit des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui rêvent à créer des clubs, aujourd'hui, quel est le message, quel est vraiment votre secret que vous donnerez à ces gens qui vont vraiment investir vraiment dans ce domaine? Dans le football, ben je leur dirais une seule chose, c'est qu'il faut d'abord rêver, parce que c'est ça qui nous fait avancer. Mais deuxièmement, il faut savoir mesurer ses rêves. On a vu chez nous même en Mauritanie, on a vu beaucoup de clubs qui ont très bien commencé, des très belles initiatives, même au niveau africain, où le club c'est d'ailleurs, je parle pour nous-mêmes, c'est toujours un danger que le club dépende d'une structure ou de personnes, et quand ces personnes sont en difficulté ou la société sur laquelle est greffé le club sont en difficulté, toute la pyramide s'écroule. Donc il faut essayer d'avoir une gestion conservatrice, mesurer ses ambitions. Il n'y a pas de honte à faire quelques années en milieu de classement. Il faut pas avoir l'ambition. Il faut avoir l'ambition d'être champion à chaque fois, mais il faut avoir raison garder de bien gérer ses comptes et de ne pas faire de folies qui vont pouvoir détruire le club l'année suivante. C'est valable pour le championnat, c'est valable notamment pour les Coupes d'Afrique. Nous avons vu beaucoup de clubs qui ont essayé d'aller chercher des Coupes d'Afrique ou des qualifications et qui ont disparu les années suivantes parce que je vous dis, c'est extrêmement cher de jouer au niveau continental. Votre dernier message à l'endroit de nos auditeurs et internautes qui vous suivent actuellement? Écoutez, mon message, c'est de partager un petit peu notre expérience au niveau, que ce soit du football ou au niveau de l'entrepreneuriat. C'est d'essayer c'est à la mode actuellement, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, si vous êtes un entrepreneur dans la pêche, évitez de penser ce que vous faites tous les jours, ça va rester comme ça éternellement. Il faut aller voir ce qui se fait ailleurs, faire ces révolutions industrielles, ces révolutions de pensée, améliorer sa gestion et essayer d'apporter dans nos pays un petit peu ce qui se fait de mieux à l'étranger. C'est tout pour aujourd'hui. Je rappelle que nous avions aujourd'hui comme invité M. Aziz Brogoubal. Il est le président de FC Nouadhibou, mais également vice-président de la Fédération mauritanienne de football. Je rappelle que vous étiez en direct avec Financial Afrique. Je vous donne rendez-vous prochainement pour notre entretien. Merci beaucoup, M. Aziz. Merci.